Il est 9h18, on va revenir sur les meetings d'Éric Zemmour, de Jean-Luc Mélenchon. On va parler bien sûr de Valérie Pécresse aussi avec nos invités ce matin. Jules Torres, journaliste politique Valeurs Actuelles. Bonjour, merci d'être avec nous. Et Thomas Porte qui est avec nous aussi, membre du Parlement de campagne de Jean-Luc Mélenchon, président de l'Observatoire national de l'extrême droite et auteur du livre Au cœur de la haine, aux éditions Arcane 17. Bonjour, merci d'être avec nous. Et puis vos appels, comme tous les matins, 0826 300 300. Arlette Chabot sera avec nous dans quelques instants. En attendant, c'est Félix Mathieu. Oui, c'est ça. Alors, on va revenir beaucoup sur ces deux meetings d'hier. Arlette disait très justement c'était peut-être les derniers de la campagne. Alors, sans doute pas. Il y en aura probablement d'autres à un moment donné, mais c'est vrai qu'il y a une inconnue parce que il va y avoir des jauges, il va y avoir des restrictions sanitaires de nouveau. Donc, on verra. Mais il faut quand même que vive la démocratie. Petite précision au passage parce que Chantal tout à l'heure, qui est derrière Jean-Luc Mélenchon et qui nous a appelé, nous disait non mais alors j'ai cherché, il n'était pas diffusé le meeting. Ben si, il était diffusé avant celui d'Éric Zemmour. C'était à 15h, ou 14h45 du côté de la Défense. On va en parler justement avec nos deux invités dans un instant. Juste avec vous, Félix Mathieu, dans le Factuel ce matin, parce que c'est assez intéressant. Ce début de campagne a été marqué par une petite bataille sémantique autour d'une formule traditionnelle de la République française. Oui, cette petite formule par laquelle tous les présidents concluent leurs allocutions ici, De Gaulle, Mitterrand et Chirac. Vive la République, vive la France. Vive la République, vive la France. Vive la République et vive la France. Et pourquoi on en parle de cette petite formule ? Eh bien parce que Éric Zemmour, dans sa vidéo d'annonce de candidature, l'avait un peu arrangé à sa façon. Vive la République et surtout, vive la France. Et surtout, vive la France. Alors au-delà de l'anecdote, eh bien cette manière de mettre la nation France au-dessus de l'État républicain n'était peut-être pas dénuée de sens, comme l'a souligné Jean-Luc Mélenchon, qui lui a répondu l'air de rien hier en fin de meeting. Vive la République, vive la France et surtout, vive la République. Parce que sans elle, il n'y a pas de France possible. Jean-Luc Mélenchon qui, parmi d'autres, reproche donc finalement à Éric Zemmour d'avoir dit vive la République et surtout vive la France. Mais en fait, si on remonte un peu en arrière, eh bien souvenez-vous, Nicolas Sarkozy avait déjà lui aussi établi une sorte de petite hiérarchie entre France et République. C'était le soir du premier tour de la présidentielle en 2007. Vive la République et par-dessus tout, vive la France. Déjà ce petit ajout, et par-dessus tout. Et par-dessus tout, vive la France. Oui, ça avait été un peu relevé à l'époque. Alors, précisons tout de même que la formule, n'a rien d'obligatoire ni de systématique, comme nous le prouve cette archive INA des vœux de Georges Pompidou. C'était le 31 décembre 71. Bonne année, mes amis. Bonne année. Et vive la France. Voilà, il avait oublié la République. La Constitution de 58 ne dit rien sur cette formule, même si, quand même, son article 89 à propos de la procédure de révision constitutionnelle précise, je cite, la forme républicaine du gouvernement ne peut faire l'objet d'une révision. Oui, et c'est assez intéressant. Merci Félix Mathieu pour ces petites trouvailles, parce que Jules Torres, Thomas Porte, on a l'impression que cette campagne, en tout cas telle qu'elle a démarré là depuis maintenant quelques semaines, tourne autour de deux axes. D'un côté, évidemment, Éric Zemmour, et de l'autre, Jean-Luc Mélenchon. Et d'ailleurs, c'est pas anodin. Les deux ont tenu leur meeting hier au même jour. Ils se marquent un peu à la culotte, non, Thomas Porte, non ? Je ne sais pas s'il se marque, mais je vais rappeler une chose, parce que j'ai entendu vos débats juste avant. Il n'y a pas eu de discussion entre les équipes d'Éric Zemmour et de Jean-Luc Mélenchon. Ah oui, les équipes de Jean-Luc Mélenchon ont uniquement discuté avec les équipes de télévision. Il n'y a pas eu d'échange avec les équipes d'Éric Zemmour, donc ça, je tiens à le rappeler. Oui, il y a un débat sur la question de la République et sur la question de ce qu'on fait de la République, mais je crois que c'est un débat sain, c'est un débat de fond, puisqu'il y a une vision qui est celle d'Éric Zemmour qui place la nation et la France au-dessus de la République, et Jean-Luc Mélenchon me dit, et je partage ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de France sans République. Donc c'est un débat de fond, c'est intéressant, et ça nous fait du bien de sortir des petites phrases, des polémiques, puisque là on est sur un vrai sujet qui pose un projet politique, un projet de société, et ça c'est salutaire, et Jean-Luc Mélenchon a porté son idéal de la République hier lors de son meeting. Oui, et d'ailleurs c'est vrai, on change un petit peu des discours à travers les deux discours d'hier, Jules Torres, ça change en fait des discussions et des discours que l'on peut avoir où on va être beaucoup sur le pouvoir d'achat. Là, c'était la France, la République, qui était au cœur en fait. On a beaucoup de chance dans cette campagne présidentielle, donc désormais parce qu'Éric Zemmour il est candidat aujourd'hui, d'avoir
probablement les 2 meilleurs rhéteurs du monde politique actuel. C'est-à-dire qu'en fait, Jean-Luc Mélenchon, on le sait, et en 2017, c'est ce qui a fait sa force, c'est qu'il arrive à parler à une foule, à imposer un discours et à être écouté. En fait, on a envie de l'écouter, Jean-Luc Mélenchon, quoi qu'on pense de la forme et du fond. Et là, en fait, il y a Éric Zemmour qui arrive, et on l'a vu hier. Dans ce qui ressortait, parce que moi j'y étais, c'était que oui, il a enfin réussi sa mue, non pas de président, mais de candidat. Hier, ils ont vu un candidat, ils n'ont pas vu un journaliste, et c'est très intéressant. Et pour revenir à votre question initiale, depuis le début, c'est vrai que Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour se tirent un peu la bourre, entre guillemets, parce que la campagne, elle part un peu d'où aussi? Elle part du débat qu'il y a eu sur BFM TV devant 4 millions de personnes entre Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, où là c'était vraiment 2 visions de la France qui étaient confrontés, et c'était très intéressant parce qu'en fait on voyait que eux ensuite. On a parlé que d'eux pendant une semaine, ça a fait 4 millions de personnes, ce qui est à dire plus que le cumulé des débats du congrès LR, et moi j'ai trouvé ça très intéressant, et là il y a évidemment cette petite accroche sur la République et la France, et c'est intéressant parce que c'est vraiment, encore une fois, 2 visions de la société qui s'offrent. Et Thomas Porte, vous qui avez suivi donc évidemment tout ce meeting en fait hier, comme beaucoup qui ont pu le regarder justement aussi à la télévision, c'est vrai que c'est toujours un formidable tribun, Jean-Luc Mélenchon, mais est-ce qu'il a décidé de positionner en fait son discours, c'est beaucoup ressorti contre l'extrême droite, quoi, c'est ce qu'il va faire plutôt que contre Emmanuel Macron, alors finalement? Moi, je crois qu'il a épargné personne dans son discours d'hier, et il a l'habitude de faire ça. Donc effectivement, il s'est posé un rempart contre l'extrême droite, puisqu'on a aujourd'hui un véritable danger de basculement dans ce pays, et le débat des Républicains ont montré comment il y avait une droitisation aujourd'hui du débat qui s'était déplacé, parce qu'on a entendu quand même entendu des sujets au cœur du débat des Républicains qui étaient les sujets portés par Éric Zemmour ou Marine Le Pen. Oui. Mais il s'est pas simplement posé un rempart contre l'extrême droite, il a aussi porté une vision et un projet de société, parce qu'on peut pas être simplement en opposition, il faut faire des propositions, et qu'on soit ou pas en désaccord avec Jean-Luc Mélenchon, il a mis son programme sur la table, il y a plus de 800 propositions. Hier, il a parlé de la réforme des retraites, il a parlé du pouvoir d'achat, il a parlé d'environnement, de nucléaire, donc il propose des choses, et il répond, je crois, à des problématiques qui sont aujourd'hui au cœur des priorités des gens. Vous regardez les différents sondages comme tout le monde, on voit que l'écologie, le pouvoir d'achat, les services publics, la santé sont aujourd'hui des fortes revendications des citoyennes et des citoyens, et Jean-Luc Mélenchon apporte des réponses à ces sujets, et c'était hier aussi le sens de son meeting, c'est-à-dire, oui, je suis un rempart contre l'extrême droite, mais j'ai aussi un projet qui peut redonner de l'espoir à des millions de personnes. Oui, Jules Torres, alors pour ceux qui n'ont pas vu, par exemple, aussi Éric Zemmour hier, est-ce qu'il est allé sur d'autres sujets que ceux qu'il aborde régulièrement, c'est-à-dire la sécurité, l'immigration et la France, quoi, avec à chaque fois en image phare, il faudrait la France un peu dans la nostalgie. Il faudrait l'écouter, parce qu'en fait on a tendance à, évidemment, il parle beaucoup d'immigration, de sécurité, d'islam, c'est vrai, mais par exemple, vous voyez, quand il va à Bordeaux, il a parlé beaucoup d'économie. Quand je dis à Bordeaux, c'était pendant sa pré-campagne. Et là, hier, il parle par exemple très très souvent de réindustrialisation. Et évidemment, en fait, dès qu'il en parle, on n'en parle pas, et on préfère parler de la violence des antifas, je sais pas moi, de tout ce qui pourrait en fait perturber la campagne d'Éric Zemmour, tout son discours, tout ça, pour ne pas parler en fait du fond. Et là, oui, hier, il a fait un discours d'à peu près 1h20, et il a parlé de tous les sujets. Il a parlé d'économie, il a parlé des droits de succession, il a parlé de la flat tax, il a parlé de tous ces sujets-là. Oui. Est-ce que tous les deux, ils ont quand même un point commun? Ils s'opposent souvent aussi en victimes. Alors, c'était le cas hier quand même. C'était flagrant et même assez fort et violent dans les mots. Ils s'opposent en victimes des médias, des attaques, en fait. Bon, et des djihadistes, notamment. Alors, on n'a pas la phrase, en fait, là, immédiatement prête, mais c'était quand même tonitruant. Ça. Ouais, en fait, on l'a senti au départ. Je me souviens, les 2 premiers mois de sa pré-campagne, il y avait des articles plutôt sympathiques à son égard. Il a fait des couvertures de magazines, dont Valeurs Actuelles, et on n'a aucun problème avec ça. Il a eu plein d'articles, plein d'interviews, c'était très bien. Mais en fait, depuis 3 semaines, ses équipes ont senti un basculement en fait du système médiatique, c'est-à-dire que c'est d'ailleurs la phrase qu'il dit à ses soutiens lorsqu'il est à Marseille. Il dîne à Marseille, il dit le système m'a choisi, c'est pour ça qu'il n'attaque plus Marine Le Pen. Et en fait, il y a eu cette une de closer. Il y a les médias, je vous le disais tout à l'heure, qui ne relaient quasiment pas la violence des antifas, qui eux-mêmes pollue un petit peu sa pré-campagne en annonçant un essoufflement, un coup d'arrêt, alors qu'en fait les équipes sont plutôt assez sereines parce qu'il y a un sondage ou 2 en baisse, et voilà, et c'est pour ça. Et en fait, je pense que
Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour ont raison de s'en prendre aux médias. C'est là que je pense qu'on va se rejoindre très très vite fait. C'est que non mais c'est ça. Mais en fait, il y a vraiment deux personnes qui sont aujourd'hui attaquées par les médias. C'est Jean-Luc Mélenchon et les candidats Poutou, Artaud, tout ça. C'est juste pour rappel la phrase. C'est la tenaille. Je vous rappelle la phrase. Éric Zemmour a dit hier mes adversaires veulent ma mort politique, les journalistes ma mort sociale et les djihadistes ma mort tout court. Oui, Thomas Porte, c'est vrai que c'était l'une des postures de Jean-Luc Mélenchon et à la présidentielle précédente quand même. Peut-être à la présidentielle précédente, mais hier, si vous avez écouté la tonalité de son discours, il ne s'est pas forcément placé en victime de la presse et des médias, effectivement. Donc la critique de la presse, elle est nécessaire et salutaire dans une démocratie. Maintenant, je pense que voilà, j'ai pas envie de m'étendre sur ce sujet-là, parce qu'on a beaucoup de choses d'autres plus importantes à aborder, mais je vais juste... Enfin, moi, quand j'entends Éric Zemmour dire mes journalistes veulent ma mort sociale, pendant 2 ans, il a été à la télé matin, midi et soir sans contradiction sur une chaîne qui s'appelle CNews. On lui donne la parole à longueure de journée sur différentes émissions. Bon, c'est pas ça une mort sociale. Non, mais il dit pas qu'il est censuré. Il a quand même aujourd'hui une surface médiatique qui est quand même extrêmement importante, avec des médias qui lui ont pendant un moment déroulé son tapis rouge, et effectivement qui est aujourd'hui, il est candidat, donc il y a aussi un compte du temps de parole, donc il faut organiser tout ça, mais je crois qu'il n'y a pas de mort sociale. Il ne dit pas qu'il est censuré ou victime d'une censure des médias. Il dit que les médias s'attaquent à lui d'une manière dont il ne ferait jamais avec un autre candidat. Typiquement, la presse People, quand elle s'empare de la soi-disant maternité de sa conseillère Sarah Knafo, je suis désolé, c'est quand même assez violent, non pas pour lui, mais si pour lui, parce que c'était il va être papa à la couverture. Donc, mais il s'affiche avec elle, quoi, aussi. Il s'affiche avec elle, mais je suis désolé, mais les médias. Non, mais il sait qu'il y a des journalistes. Aujourd'hui, tout le monde est féministe, mais par contre, ça dérange pas d'attenter à la vie privée d'une femme qui est enceinte. Et en fait, moi, je comprends pas. Personne n'aurait l'idée de faire ça sur Marine Le Pen. Et bien heureusement d'ailleurs. Ouais, je suis pas sûr. Enfin bon, s'il y avait eu des photographes. Allez, on continue, on marque une légère pause et on y revient avec Thomas Porte, donc qui fait partie maintenant du staff. Il va nous dire pourquoi d'ailleurs, du staff du Parlement de campagne de Jean-Luc Mélenchon, alors qu'il était, moi j'avais déjà vu, du côté d'Europe Écologie Les Verts, bien sûr, de Sandrine Rousseau. Oui, il y a une nuance, Tiens, est-ce que Sandrine Rousseau serait capable de rejoindre? Oui. Est-ce que Sandrine Rousseau pourrait rejoindre on ne sait jamais dans cette campagne. Il peut très bien y avoir par exemple Sandrine Rousseau qui rejoint Jean-Luc Mélenchon, et puis Éric Ciotti qui rejoint Éric Zemmour. Voilà. Tout est possible. Non, vous n'y croyez pas. Bon, voilà, c'est Arlette Chabot qui nous a dit ça. On en reparlera, Arlette, c'est en jamais. Allez, on se retrouve dans un instant. Et vous, 0826 300 300 vous attend au standard. 5h-10h. Le Grand Matin Sud Radio. Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. C'est la suite des grands débats avec nos invités ce matin. Jules Torres qui est avec nous, un journaliste politique Valeurs Actuelles, et Thomas Porte, membre du Parlement de campagne de Jean-Luc Mélenchon. Oui, et vos appels au 0826 300 300, vous allez réagir dans un instant. Arlette Chabot est toujours là. Thomas Porte, d'un mot quand même, parce que on n'a pas insisté en fait là-dessus avec vous tout à l'heure, mais c'est vrai que vous étiez aux côtés, vous étiez aux côtés de Sandrine Rousseau, vous êtes passé chez Jean-Luc Mélenchon. Pourquoi ? Alors que vous étiez, j'avais l'impression que vous aviez quand même l'écologie au cœur, dans les tripes, non ? Oui, mais je crois que le programme de Jean-Luc Mélenchon est un programme écologique, puisqu'il porte cette question-là depuis un certain nombre d'années sur la question de la bifurcation écologique. Mais je crois que moi, je ne remets pas en cause les engagements écologiques de Yannick Jadot. Je l'ai dit plusieurs fois sur différents médias, je respecte ces engagements écologiques depuis des années. Simplement, je considère qu'il faut avoir un modèle qui soit en rupture avec le système capitaliste et avec les logiques libérales. Et aujourd'hui, malheureusement, je pense que celui de Yannick Jadot ne l'est pas. Et c'est pour ça que j'ai fait le choix de rejoindre, non pas la France Insoumise et Jean-Luc Mélenchon, mais un programme, l'Avenir en commun, et le Parlement de campagne qui va être présidé par Aurélie Trouvé, qui est l'ancienne présidente d'Attaque, et qui va laisser la place à 100 personnalités du monde associatif syndical. Nous avons Anthony Smith, un inspecteur du travail qui a été licencié. Nous avons Rodrigo Arenas, qui est l'ancien président de la FCPE, l'ancien président du Secours Populaire. Donc il y a des gens qui mènent des batailles sur le territoire, qui mènent des combats depuis des années, et qui considèrent qu'aujourd'hui, ils franchissent le pas de s'engager politiquement pour que ce projet-là arrive au pouvoir et change la vie des millions de gens. Alors ce Parlement de campagne, si on en dit un mot, il va être chargé de nourrir un peu, c'est ça, les troupes de la France Insoumise pour faire évoluer le logiciel alors
alors ou pas? Et alors il a 4 fonctions, ce Parlement de campagne. La première, c'est celle d'être consulté par Jean-Luc Mélenchon sur la temporalité de la campagne, la stratégie, de sentir un peu comment ça se passe dans le pays, puisqu'il y a, ce que j'ai rappelé, il y a des gens d'horizons divers. Donc chacun vient avec son expérience apporter ce qu'il pense et ce qu'il ressent sur le terrain. Il a vocation à continuer à s'élargir, puisque nous allons être rejoints par d'autres personnalités, d'autres syndicalistes, d'autres militants associatifs qui vont venir grossir les rangs dans les semaines à venir. Le troisième, c'est celui d'enrichir le programme, puisqu'il se décline aussi en livret thématique sur la pauvreté, sur le handicap. Donc chacun va pouvoir apporter des contributions et travailler là-dessus, mener des initiatives. Et la quatrième fonction que nous avons décidé collectivement hier, qui n'était pas prévue à la base, c'est une grande campagne d'éducation populaire contre l'abstention, pour amener les gens des quartiers populaires, les gens de la ruralité, les gens qui ne votent plus aujourd'hui, revenir voter pour montrer que voter, ça sert à quelque chose et qu'on peut faire gagner un programme et un candidat, Jean-Luc Mélenchon. Oui, Jules Torres, à qui s'adressait hier Éric Zemmour, selon vous? Parce que dans les première prise de parole, on a beaucoup dit que lui s'adressait finalement à une droite un peu plus conservatrice, mais qui voulait aller plus loin, en fait, en tout cas dans les actes, qu'à une droite populaire qui était toujours chez Marine Le Pen. Hier, il s'est adressé, à mon avis, à tous les électeurs de droite, c'est-à-dire les personnes qui sont déçues du résultat du congrès LR, notamment les électeurs d'Éric Ciotti, qui en fait se retrouvent avec ils avaient un vrai candidat de droite, d'une droite forte, avec en fait une femme de centre droit qui a été ministre sous Sarkozy, qui a purgé une droite molle, une droite centriste, qui a purgé les éléments conservateurs de son conseil régional, et ça a pas plu à beaucoup de militants, et d'ailleurs on le voit là avec ce qu'il se passe en ce moment entre les deux. Ils se tirent des balles, alors que Éric Ciotti représente quand même 40% des suffrages, alors que personne ne le donnait à ce score-là. Donc c'est quand même qu'il y a au sein de la base des militants LR une vraie droite, enfin des militants d'une vraie droite, et donc il s'adresse à ces gens-là. Il s'adresse aussi aux abstentionnistes, évidemment, à chaque fois. Éric Zemmour, dans les enquêtes d'opinion, on voit qu'il récupère, enfin son électorat pour l'instant, c'est à peu près un tiers d'abstentionnistes. Donc c'est très intéressant. Il veut les faire revenir. Et évidemment, il y a ces électeurs de Marine Le Pen, parce que lui considère évidemment qu'elle ne peut pas gagner parce qu'elle s'appelle Le Pen, tout simplement, non pas parce qu'elle est nulle. Même si je pense qu'il le pense, mais il le dit. Mais ouais, voilà, c'est parce qu'il pense qu'elle ne peut pas gagner et que ça fait quand même 20% d'électeurs qui pourront jamais gagner. Arlette Chabot, sur ce que disait en fait un instant Jules Torres, est-ce que là la semaine et la journée n'est pas particulièrement déterminante pour les LR? Soit effectivement il y a la balade sur la côte. Non mais c'est ça. Soit évidemment il y a cette réconciliation, ce rassemblement entre les deux. Soit il y a une scission au sein des LR. Alors déjà, les LR ne pesaient pas forcément très lourd, mais ça peut les diviser. Ils peuvent se rassembler ou se diviser? Il faut qu'ils se rassemblent, parce que s'il y a une chance pour les LR de sauver leur peau, si j'ose dire, ça veut dire d'être qualifié au moins pour le second tour, c'est le minimum, je dis même pas gagner face à Emmanuel Macron, mais être qualifié pour le second tour, c'est encore une fois une question de survie pour le parti. Il doit y avoir l'alliance des deux. On ne peut pas dire que le programme de Valérie Pécresse, soit extrêmement centriste. Je n'ai pas parlé de programme, j'ai parlé de personnalité. Non mais d'accord, mais ce qui compte, c'est ce qu'elle propose et ce qu'elle met sur la table. Les propositions sont un peu différentes. Les deux, avec Éric Ciotti, sont des héritiers de François Fillon. Ils ont en commun un programme économique libéral. Et Éric Ciotti dit lui-même que c'est le programme dont il était le plus proche pendant la campagne. Et sur le sujet de l'immigration ou de la sécurité, avec notamment un directeur de campagne qui est Patrick Stéphanie, qui quand même n'est pas tendre sur des mesures ou n'est pas mou par rapport aux mesures qu'il faut prendre sur l'immigration, on ne peut pas dire qu'elle soit molle non plus. Néanmoins, si, encore une fois, ils veulent essayer au moins de se qualifier pour le second tour, ils sont condamnés à s'allier et à s'entendre. Quel est l'espoir pour Éric Ciotti? C'est d'être ministre de l'Intérieur d'une Valérie Pécresse qui serait élue présidente de la République. C'est ce que l'on dit. Un dernier mot aussi, Thomas Porte. On dit que si la gauche, elle veut réussir, là, il faudrait qu'elle s'allie. Vous croyez que c'est encore possible ou ce n'est pas possible? Je crois que l'idée, et le Parlement de campagne mis à place par Jean-Luc Mélenchon, c'est l'union populaire par la base, puisque effectivement, il y a eu des tentatives de réunion et ça n'a pas marché. Et aujourd'hui, celles et ceux qui s'inscrivent dans ce Parlement sont pour le rassemblement, des gens qui mènent des batailles. Et c'est aujourd'hui une dynamique collective qu'on enclenche et on appelle de nombreuses personnalités à nous rejoindre pour gagner en 2022. Oui. Allez, dernier appel, parce qu'il nous reste peu de temps. Ce sera la France à vos côtés dans un instant. C'est Jordan qui nous appelle de Lens. Bonjour Jordan. Oui.
Oui, bonjour madame, voilà, merci de prendre mon appel. Bon, Jordan, je crois que vous étiez à un meeting hier, celui de Zemmour ou celui de Mélenchon? Ah non, celui d'Éric Zemmour. Celui d'Éric Zemmour. Okay. Ah non, mais il y avait Chantal tout à l'heure qui était pour Mélenchon. Alors, oui, d'accord. Allez, 2 contre 1, puisqu'il y avait Jérôme aussi qui était à Zemmour. Et alors, qu'est-ce qu'il en est ressorti pour vous? Alors en fait, si vous voulez, c'est la première fois de ma vie que j'appelle une radio. Je voulais le faire aujourd'hui parce que je trouve le traitement médiatique absolument abject envers ce qui s'est passé là-bas, ou d'après les médias ce qui s'est passé. Je voulais juste préciser que c'était un rassemblement excessivement pacifique, dans une ambiance exceptionnelle, avec des gens venus de tout horizon. J'ai vu des gens, des chômeurs, des smicards, des médecins, des infirmiers. Moi-même, je suis à un salaire très modeste. Voilà, je dénonce en fait le battage médiatique là-dessus, nous traitant de fachos, de nazis, de violents. Je vais rapidement vous faire le petit tour d'horizon. Nous sommes arrivés très tôt, aux alentours de 10h30, 11h, je ne sais plus très bien, en cherchant le hall d'entrée pour accéder au meeting. Nous sommes passés devant la gare où il y avait déjà des antifas. De toute façon, physiquement, si vous voulez, l'emballage le montrait déjà très clairement. Il y avait déjà de nombreux contrôles de police. Mais il n'y avait pas d'échauffourée, en tout cas, quand nous sommes passés. On est ensuite arrivé devant les portes du hall environ 1h30 avant l'ouverture des portes. Blindés de CRS, etc. Donc pareil, bonne ambiance, on ne craignait rien, ça s'était très bien passé. On a attendu dehors 1h30 sous la pluie. On est rentré par la suite, ça s'est extrêmement bien passé. De là, les premiers intervenants ont commencé aux alentours de 15h, 15h30. Pareil, extrêmement bien passé. Et en effet, cela a commencé avec les antifas, ou la gauche, je ne sais pas, quand Éric Zemmour est arrivé, puisque le premier agressé a été Éric Zemmour, on l'a tous vu. Il s'est fait alpaguer par le cou et je crois même blessé au poignet assez fortement. 9 jours d'ITT, ça commence mal. Voilà, tout à fait, tout à fait. Donc c'est un antifa qui a sauté sur lui, donc première agression. Le type s'est fait sortir, on l'a vu, sans violence particulière, comme un videur sort quelqu'un en boîte de nuit, si vous voulez, ni plus ni moins. Le mec s'est pas fait cracher dessus. Ensuite, il y a eu une autre interpellation, mais un peu plus loin, que je n'ai pas vue. Et ensuite, ce qui a émaillé, je dirais, le meeting, c'est en effet quasiment au dernier rang. Dans le fond, nous on était plutôt devant, mais vraiment dans le fond, on le distinguait très bien. Et on est allé voir directement quand ça a chauffé. Il y a eu apparemment une dizaine, plus ou moins, de manifestants d'SOS Racisme, j'ai pu comprendre, c'est ça. qui faisaient des leurs, voilà, qui foutaient clairement le bordel. Enfin, il faut clairement le dire les choses. C'est clairement eux qui ont commencé à insulter, à foutre le bordel, à vouloir perturber le meeting. Zemmour, il est resté droit dans ses bottes, il continuait de parler, etc., alors que tout le monde, justement, constatait ce qui se passait. Il y a eu des c'est-à-dire que vous, par exemple, vous étiez devant et vous regardiez ce qui se passait à l'arrière, quoi. Quand je dis devant, on était, disons, à bonne distance, voilà, plutôt dans les bons premiers rangs, plus ou moins. On s'est mis sur les chaises, en fait, comme tout le monde tournait le visage vers le fond, si vous voulez, à tel point que les militants, enfin les gens qui assuraient le spectacle, disaient non, regardez devant, lâchez rien, etc. Donc ils avaient raison. Et en effet, on a tous constaté, un ami à moi est parti voir, j'y suis allé aussi, que c'était bien les gauchos qui avaient bien foutu le bordel, qui voulaient perturber le meeting. Et après, les types se plaignent de se faire rouster voilà. Après, Jordan, bon, on va pas revenir en fait et épiloguer là-dessus. Merci de votre témoignage, en tout cas de votre appel. Ce qui s'est passé, c'est qu'après, il y a des militants plus ardus, si je puis dire, qui sont intervenus. Et là, c'était allé à la castagne, alors qu'il y avait un service de sécurité qui était là, en fait, Jules Torres. Oui, bien sûr. En fait, c'est toujours le même problème, c'est que ces gens-là, en fait, je parle des militants d'extrême gauche, ne viennent pas, en fait, pour manifester pacifiquement. Oui, alors très bien, ils mettent une petite pancarte non racisme, enfin avec des t-shirts, c'est très bien. Mais en fait, si, imaginons, il y avait eu des... Enfin, est-ce que... Non, déjà, la question, c'est pas ça. C'est est-ce que des militants, je ne sais pas moi, d'extrême droite, d'ultra droite, comme on veut, auraient l'idée d'aller dans un meeting de Jean-Luc Mélenchon? Ah bah peut-être. Et vous savez quoi? S'ils se faisaient casser la gueule, ce serait bien fait pour eux. On n'a pas à venir comme ça. Bon, après, non, mais vous savez, depuis 2 mois, il y a, à chaque fois qu'Éric Zemmour prend la parole, que ce soit à Nantes, à Biarritz, à Bordeaux, partout, il y a des manifestations, des contre-manifs devant ces meetings, et ça se passe très bien. Mais là, ils viennent à l'intérieur. Qu'est-ce que vous... Ils savaient que ça allait arriver. Et la question, d'ailleurs, c'est pas ça, parce que les médias, en fait, se concentrent là-dessus. Mais 7 couteaux...
prises par les équipes de sécurité, de l'acide, des cocktails Molotov. Ah oui, il y a eu tout ça. Ouais, oui. Moi, je l'ai vu nulle part. Ouais. Merci en tout cas, Jules Torres, donc journaliste politique à Valeurs Actuelles, et Thomas Porte, donc qui est passé maintenant dans le staff du Parlement de campagne pour Jean-Luc Mélenchon. Merci d'être venu ce matin sur Sud Radio. Merci Arlette Chabot. Et vous appelez 0826 300 300. Je sais que vous étiez encore nombreux à nous appeler. Mais la France à vos côtés sur une des préoccupations importantes en fait maintenant avec le chauffage. Ça concerne des millions de Français en France. On va revenir sur le fioul. Vous savez que ça va être interdit en 2022. On va en parler avec nos invités. On vous expliquera si vous êtes éligible ou pas éligible, à qui ça concerne. En tout cas, vous pouvez nous appeler 0826 300 300 si vous n'avez pas tout compris, mais on va tout vous expliquer dans quelques minutes. À tout de suite.